Imaginez que la personne en qui vous avez le plus confiance vous trahisse. C'est ce qui m'est arrivé. Mon petit-fils Julien a découvert que sa femme Amandine avait volé plus de 168 000 € qu'il m'envoyait pour mes frais de santé. Non seulement elle a volé mon argent, mais elle a aussi monté un dossier contre moi prétendant que je souffrais de démence. Elle pensait que j'étais une vieille femme confuse et impuissante, mais elle a fait la plus grosse erreur de sa vie. Avec l'aide de mon petit-fils, j'ai mis au point un piège qui a permis de documenter ces mensonges et de la démasquer. Suivez mon histoire jusqu'au bout et découvrez comment j'ai transformé la trahison en ma plus grande victoire et comment j'ai retrouvé ma dignité et ma famille. Commentez avec le nom de la ville d'où vous m'écoutez pour que je voie jusqu'où mon récit a voyagé. Je fixais le flacon de pilule entre mes mains tremblantes, comptant les comprimés restants pour la 3e fois de la journée. 7. 7 petites pilules entre moi et cette douleur écrasante dans la poitrine qui était devenue ma compagne de tous les instants. L'étiquette de l'ordonnance se moquait de moi avec son encre bleue et gaie. Renouvellement avant le 15 mars. Nous étions le 20 mars. À 67 ans, je n'aurais jamais imaginé me retrouver assise dans mon petit 2 pièces, exigu à faire des choix impossibles entre mes médicaments pour le cœur et mes courses. Ma petite retraite couvrait à peine le loyer, me laissant des miettes pour tout le reste. La fierté m'avait empêché de demander de l'aide à ma famille, mais la fierté ne remplit pas un estomac vide, ni ne calme un cœur qui s'emballe. J'ai posé les pilules sur ma vieille table de cuisine, à côté d'une enveloppe timbrée de lettres rouges et furieuses, dernière avis avant de coupure. EDF se fichait bien de mes faibles revenus ou de ma dignité. Ils voulaient leur argent et je ne l'avais pas. On a frappé à la porte si fort que j'ai failli renverser ma tasse de café tiède. À travers le Judas, j'ai reconnu une silhouette familière qui a fait bondir mon cœur pour de toute autre raison. Julien, mon petit-fils. 28 ans, une carrière brillante et quelqu'un que je n'avais pas vu en personne depuis presque 6 mois. Mamie Hélène. Sa voix portait cet enthousiasme chaleureux qui faisait fondre mon cœur depuis qu'il avait 5 ans les dents du bonheur et le visage couvert de terre de la cour de récréation. Maintenant, il se tenait sur mon paillasson vêtu d'un costume bien coupé, qui coûtait probablement plus que mon revenu mensuel, ses cheveux sombres parfaitement coiffés avec l'assurance de quelqu'un qui n'a jamais eu à choisir entre les médicaments et les repas. Julien, mon chéri, j'ai lissé mon gilet usé et j'ai essayé de sourire malgré l'épuisement qui pesait sur mes épaules. Quelle merveilleuse surprise! Il m'a enveloppée dans une étreinte qui sentait le parfum de luxe et le succès. Un instant, je me suis laissé croire que tout allait bien, que je ne survivais pas à peine, que mon petit-fils ne pouvait pas sentir à quel point j'avais maigri sous mes vêtements trop larges. J'avais un rendez-vous client dans le quartier et j'ai pensé passer te voir. Il a reculé ses yeux bleus, scrutant mon visage avec inquiétude. « Tu as l'air fatiguée, mamie. » J'ai fait un geste vague de la main, le conduisant vers mon petit salon. « C'est l'âge, mon grand. Je te fais un café, je dois avoir quelques biscuits quelque part. » Mais alors que je me dirigeais vers la cuisine, le regard de Julien s'est posé sur les flacons de pilules alignés sur le comptoir tels des soldats de plomb. Son expression a changé et j'ai vu sa façade d'homme d'affaires brillant se fissurer légèrement. « Mamie, tu prends soin de toi. Ça fait beaucoup de médicaments. Une chaleur m'a envahi le cou. Le médecin dit qu'ils sont nécessaires. Vieillir n'est pas pour les faibles, comme on dit. » Julien s'est assis sur mon canapé élimé, observant l'appartement avec un regard neuf. J'ai suivi ses yeux, voyant mon intérieur à travers son prisme. Les meubles démodés que je possédais depuis des décennies. Le réfrigérateur vide, qui bourdonnait bruyamment dans un coin. La pile de factures impayées que j'avais tenté de cacher derrière un vide-poche. Les 7 000 € que je t'envoie chaque mois, hâté, il dit soudainement, sa voix prudente et mesurée. Ça aide pour tout ça, n'est-ce pas? Les médicaments, les factures, tout ce dont tu as besoin. Les mots m'ont frappé comme une douche glacée. Je me suis agrippée au dossier de ma chaise, mes genoux devenant soudainement instables. Quoi? 7 000 €. Le visage de Julien est devenu blanc, pas pâle, pas inquiet. Blanc comme la neige. L'argent que j'envoie à Amandine tous les mois, pour tes soins. Elle m'a dit que tu avais besoin d'aide pour les frais médicaux, les courses, les charges. Sa voix diminuait à chaque mot. Elle gère ça pour toi depuis presque 2 ans maintenant. La pièce s'est mise à tourner. 2 ans. Pendant 2 ans,
J'avais rationné mes pilules, mangé des biscottes, pour le dîner porté des pulls à l'intérieur parce que je ne pouvais pas payer le chauffage. Pendant 2 ans, je m'étais sentie oubliée, abandonnée, comme un fardeau que personne ne voulait reconnaître. Julien, ma voix n'était qu'un murmure. Je n'ai pas vu un centime de cet argent. Le silence qui a suivi était assourdissant. J'ai regardé le visage de mon petit-fils passer par la confusion, la prise de conscience, et enfin une rage que je ne lui avais jamais vue. Ses mains se sont serrées en poing sur ses genoux. Elle m'a dit que tu étais trop fière pour accepter de l'argent directement de moi. Athée, il dit la voix creuse. Elle a dit que tu te sentirais mieux si ça passait par elle comme une aide familiale. Elle m'a dit que tu allais bien que l'argent te permettait d'être à l'aise. Je me suis effondrée sur ma chaise, tout le poids de la trahison s'abattant sur moi comme une chape de plomb. Amandine, ma belle-fille. Petite retraite. Elle passe parfois, me suis-je entendu dire, comme si ma voix venait de très loin. Elle m'apporte des petites choses, me demande comment je me débrouille. Elle a toujours semblé si concernée, si attentionnée. Julien s'est levé brusquement arpentant la pièce, jusqu'à ma petite fenêtre qui donnait sur le parking. Son reflet montrait un homme aux prises, avec une vérité trop laide pour être acceptée. Mamie, je lui ai envoyé 7 000 euros. Chaque mois. 168 000 euros sur les 2 dernières années. Elle disait que c'était à peine assez pour couvrir tes besoins, que ta santé déclinait, qu'elle faisait tout ce qu'elle pouvait. Il s'est tourné vers moi, les yeux brillants de larmes contenues. Mon Dieu, qu'est-ce qu'elle a fait? La question est restée en suspens, entre nous, lourde de sous-entendus trop terribles pour être formulée. J'ai repensé à toutes les fois où Amandine avait mentionné que Julien était trop occupé par son travail pour venir me voir. Toutes les fois où elle avait soupiré sur le coût de la vie quand je parlais de mes difficultés avec les factures. Toutes les fois où elle m'avait tapoté la main en disant qu'elle comprenait combien il devait être dur de se sentir oublié par sa famille. Elle n'avait pas seulement volé de l'argent, elle avait volé l'amour de mon petit-fils, mon lien familial, ma dignité. Elle m'avait laissé croire que j'étais indésirable tout en se positionnant comme ma sauveuse aux yeux de Julien. Je dois choisir entre mes médicaments pour le cœur et manger, ai-je dit doucement les mots, écorchant ma gorge. Je n'ai pas fait un vrai repas depuis des jours. Je porte mon manteau d'hiver à l'intérieur parce que je ne peux pas me permettre de chauffer cet endroit correctement. Le sang-froid de Julien a finalement craqué. Il a pressé ses paumes contre ses yeux, ses épaules secouées par les sanglots. Je pensais prendre soin de toi. Je pensais qu'Amandine s'assurait que tu avais tout ce dont tu avais besoin. Elle m'envoyait des photos de courses qu'elle était censée avoir achetées pour toi, des reçus de médicaments qu'elle était censée être allée chercher. La cruauté de l'acte m'a coupé le souffle. Non seulement Amandine m'avait volé, mais elle avait créé une fiction élaborée pour couvrir ses traces. Elle avait probablement acheté ses courses pour sa propre famille, payé ses propres ordonnances et les avait photographiées comme preuve de sa bienveillance. Elle nous a manipulés tous les deux, ai-je murmuré, la prise de conscience s'installant comme du plomb dans mon estomac. Julien a essuyé ses yeux et a redressé ses épaules, son chagrin, se transformant en quelque chose de plus dur, de plus déterminé. Mamie, ça s'arrête maintenant. Aujourd'hui. Je vais m'assurer que tu reçoives chaque centime que tu aurais dû recevoir, et je vais m'assurer qu'Amandine assume les conséquences de ce qu'elle a fait. Mais alors même qu'un soulagement m'inondait à la promesse d'aide une peur plus froide a pris racine. Si Amandine avait été aussi calculatrice, aussi manipulatrice pendant 2 ans, sans que l'un de nous ne se doute de rien, sur quoi d'autre avait-elle menti? Quels autres dommages avait-elle causés que nous n'avions pas encore découverts? Alors que Julien sortait son téléphone pour commencer à passer des appels, j'ai aperçu mon reflet dans la fenêtre sombre. Je ressemblais exactement à ce que j'étais, une vieille femme, oubliée, mise de côté et laissée à se débattre seule. Mais quelque chose, dans mes yeux, avait changé. La résignation avait disparu, remplacée par un sentiment que je n'avais pas éprouvé depuis des années, la détermination. Amandine m'avait sous-estimée.
Elle avait vu une femme âgée et avait supposé que j'étais impuissante, sans voix facilement écartée. Elle était sur le point d'apprendre à quel point elle s'était trompée. Le lendemain matin, Julien est arrivé à mon appartement avec une mallette des cernes sous les yeux et l'expression sinistre de quelqu'un qui avait passé la nuit à découvrir de vilaines vérités. Il m'avait appelé plus tôt, la voix tendue par une fureur, contenue, me demandant de rassembler tous les papiers que j'avais relevés, de compte-facture, tout ce qui pourrait nous aider à comprendre l'étendue de la tromperie d'Amandine. J'avais tout étalé sur ma table de cuisine comme les pièces à conviction d'une scène de crime. Avis de retard facture médicale avec la mention paiement requis, relevé bancaire, montrant un solde qui ne semblait jamais dépasser 2 chiffres. Toute ma vie financière mise à nu, un testament à 2 ans de désespoir silencieux. Je suis au téléphone avec ma banque depuis 6 heures ce matin, a dit Julien en s'asseyant en face de moi. Il a ouvert sa mallette et en a sorti une épaisse liasse de relevés imprimés. Chaque virement, chaque reçu fourni par Amandine, chaque mensonge qu'elle a raconté, tout est là. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il étalait les papiers entre nous. Je pouvais voir la rage qui couvait sous son calme professionnel, la façon dont sa mâchoire se crispait chaque fois qu'il prononçait son nom. Regarde ça. Il a pointé un virement bancaire daté d'il y a 8 mois, 7 000 € envoyés sur un compte qu'Amandine prétendait avoir ouvert spécifiquement pour tes soins. Elle l'appelait le fonds de soutien Hélène. Elle m'a même envoyé des documents qui semblaient officiels, avec des numéros de compte et tout. Je me suis penchée en avant, étudiant les chiffres qui représentaient de l'argent que je n'avais jamais vu. Une aide dont j'avais désespérément besoin, mais que je n'avais jamais reçue. Où est-ce que s'est allée, en réalité, l'expression de Julien s'est assombrie sur son compte courant personnel. Chaque centime. Il a tourné d'autres pages, sa voix devenant plus froide à chaque révélation. Elle attendait quelques jours après chaque virement, puis déplaçait l'argent sur différents comptes. Une partie servait à payer ses cartes de crédit pour des achats de luxe, une autre allait sur un compte épargne qu'elle avait ouvert à l'insu de mon père. Mon père. La façon décontractée dont il l'a dit m'a rappelé que cette trahison était encore plus profonde que je ne l'avais réalisée. Amandine n'avait pas seulement volé une vieille dame. Elle volait la famille de son propre mari, mentait à son propre fils, manipulait les gens qui auraient dû pouvoir lui faire le plus confiance. Il y a plus à continuer, Julien, en sortant son téléphone. Ce sont des textos qu'elle m'a envoyés au cours de la dernière année. Il a fait défiler des captures d'écran, le visage sombre. Écoute celui-ci de Noël dernier. Hélène va beaucoup mieux grâce à ta générosité. Elle a pu renouveler ses médicaments et s'est même acheté un joli manteau d'hiver. Elle est si reconnaissante mais trop fière pour te le dire elle-même. Les mots m'ont frappé comme des coups. À Noël dernier, j'avais passé la journée seule, vêtue de ma robe de chambre élimée, car mon unique manteau d'hiver était tombé en lambeaux. J'avais mangé une soupe en briques réchauffée sur ma cuisinière parce que je ne pouvais pas me permettre un vrai repas de fête. Ou celui-ci de février, la voix de Julien était à peine contrôlée. J'ai dû emmener Hélène chez le médecin aujourd'hui. Son état cardiaque est préoccupant, mais heureusement nous pouvons nous permettre les spécialistes maintenant. Elle n'arrête pas de dire qu'elle ne sait pas ce qu'elle ferait sans sa famille. J'ai pressé ma main contre ma poitrine, sentant le battement irrégulier qui s'était aggravé pendant les mois d'hiver, où j'avais sauté des doses de mes médicaments. Je n'ai pas vu de spécialiste depuis plus d'1 an, ai-je murmuré. Je vais chercher mes ordonnances aux urgences parce que je ne peux pas me payer un cardiologue. Julien a posé son téléphone et a tendu la main sur la table pour prendre la mienne. La sienne était chaude et stable, la mienne était froide et tremblante. Mamie, elle a créé tout un récit fictif. Elle m'a fait croire que non seulement tu allais bien, mais que tu t'épanouissais grâce à l'argent que j'envoyais. J'ai repensé aux visites d'Amandine au cours des 2 dernières années, les rejouant avec ce nouveau contexte dévastateur. La façon dont elle arrivait avec de petits cadeaux, une boîte de tisane, un magazine, une plante en pot, et les présentait comme de grands gestes d'attention. Comment elle s'enquérait de ma santé avec une telle sollicitude apparente, prenant des notes sur son téléphone, comme si elle suivait mon état à des fins médicales. Elle documentait tout, ai-je dit, lentement les pièces du puzzle s'assemblant. Quand elle venait, elle prenait des photos de mon appartement de moi, des petits cadeaux qu'elle apportait. Je pensais qu'elle était juste sentimentale. Elle construisait des preuves, a dit Julien, d'un ton sombre. Des preuves de ses prétendus soins. Regarde.
Il m'a montré des photos sur son téléphone que j'ai reconnues, des images de mon salon de moi assise dans mon fauteuil, portant l'un des gilets qu'elle m'avait apporté de mon armoire à pharmacie avec des pilules qu'elle était censée m'avoir aidé à organiser. Mais maintenant, je les voyais différemment. Ce n'étaient pas des photos de famille pleines d'amour. C'étaient des accessoires dans une performance élaborée, la preuve d'une belle fille dévouée prenant soin de la grand-mère de son mari. Elle avait probablement envoyé ça à Julien pour prouver comment elle dépensait son argent. Elle m'a dit que tu étais trop fière pour accepter de l'argent directement, a poursuivi Julien. Elle a dit que ça blesserait ta dignité de te sentir comme une œuvre de charité, mais que si ça venait par elle, ça ressemblait plus à une famille qui prend soin des siens. Elle s'est faite l'héroïne de ton histoire, mamie. Elle m'a fait croire qu'elle sacrifiait son temps et son énergie pour s'assurer que tu étais à l'aise. La manipulation était stupéfiante dans sa perfection. Amandine n'avait pas seulement volé de l'argent. Elle avait volé ma relation avec mon petit-fils, mon sentiment d'être prise en charge, mon espoir que la famille comptait. Elle m'avait laissé croire que j'étais oubliée, tout en convainquant Julien qu'elle était ma gardienne dévouée. Quand je l'ai appelée hier soir pour la confronter, a dit Julien, sa voix baissant jusqu'à un murmure. Tu sais ce qu'elle a dit ? Elle a demandé si tu avais encore inventé des histoires. Elle a suggéré que ta mémoire te faisait peu. Être défaut que tu étais confuse au sujet de l'argent. Un frisson m'a parcouru l'échine. Même prise la main dans le sac, Amandine continuait de manipuler, essayant toujours de faire de moi le problème. Elle suggérait que je perdais la tête plutôt que d'admettre son vol. Elle avait prévu cette possibilité, ai-je réalisé avec une horreur croissante. Toutes ces fois où elle avait mentionné mes oublis lors de ses visites, la façon dont elle me corrigeait si je me trompais sur un petit détail, elle préparait le terrain pour me discréditer si jamais je la remettais en question. Julien a hoché la tête sombrement. Elle a été plus calculatrice que nous ne l'imaginions, mais elle a fait une erreur. Elle a sous-estimé à quel point je t'aime. Quand j'ai vu la réalité de tes conditions de vie hier, quand j'ai compris ce qu'elle avait fait, il a serré ma main plus fort. Il n'y a aucune histoire qu'elle pourrait raconter qui me ferait douter de toi. J'ai senti les larmes monter, mais c'était plus des larmes de tristesse. C'était des larmes de soulagement, de validation, d'être enfin crue, après des mois de manipulation psychologique que je n'avais même pas reconnue comme telle. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» ai-je demandé. L'expression de Julien s'est durcie en quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Une détermination froide qui me rappelait qu'il était plus que mon petit-fils aimant. Il était un homme d'affaires prospère qui avait bâti sa carrière en lisant les gens et en gérant des problèmes complexes. Maintenant, nous rassemblons les preuves athées, il dit, toutes, chaque mensonge, chaque manipulation, chaque euro qu'elle a volé, et ensuite nous nous assurons qu'elle assume les conséquences de ce qu'elle t'a fait. Mais alors même que l'espoir fleurissait dans ma poitrine pour la première fois depuis des mois, je ne pouvais pas me défaire du sentiment que nous n'avions fait qu'effleurer la surface de la tromperie d'Amandine. Si elle avait été aussi calculatrice pour l'argent, sur quoi d'autre avait-elle menti ? Quels autres dommages avait-elle causés que nous n'avions pas encore découverts ? Comme s'il lisait dans mes pensées, le téléphone de Julien a vibré avec un texto. Son visage a pâli en le lisant, puis il m'a montré l'écran. C'était d'Amandine. Hélène m'a appelée ce matin très confuse, me posant des questions sur de l'argent qui n'existe pas. Je crains que son état ne se détériore plus vite que nous le pensions. Il est peu être temps d'envisager des options de placement en maison de retraite. L'audace m'a coupé le souffle. Même maintenant, même après avoir été surprise, elle essayait toujours de contrôler le récit, toujours en essayant de me dépeindre comme le problème à gérer. Mais cette fois, je n'étais pas seule, cette fois, j'avais quelqu'un qui me croyait, quelqu'un qui pouvait voir à travers ses mensonges. Cette fois, Amandine avait finalement été trop loin. Elle n'a aucune idée de ce qui l'attend, a dit Julien doucement, sa voix portant une promesse qui a envoyé un frisson d'anticipation à travers moi. Non, elle ne le savait pas. Et j'allais savourer le spectacle de son monde s'effondrant aussi complètement qu'elle avait tenté de détruire le mien. Amandine est arrivée à mon appartement exactement à l'heure convenue, 14 heures précises, portant un bouquet de fleurs du supermarché et arborant l'expression inquiète qu'elle avait perfectionnée au cours de 2 ans de tromperie. Je l'ai observée à travers mon Judas alors qu'elle vérifiait son reflet sur l'écran de son téléphone, ajustant ses cheveux blonds soigneusement coiffés avant de frapper avec le même rythme doux qu'elle utilisait. Toujours. Julien était caché dans ma chambre armé, d'une application d'enregistrement sur son téléphone,
et avec des instructions explicites de rester silencieux quoi qu'il entende. Nous avions décidé que cette confrontation devait se produire naturellement, sans qu'Amandine ne se sente prise au piège. Elle devait se révéler d'elle-même, et elle devait le faire pendant que nous pouvions documenter chaque mot. Hélène, ma chérie. Sa voix portait la même chaleur mielleuse que d'habitude. En ouvrant la porte, elle a mis les fleurs dans mes mains et s'est penchée pour sa bise habituelle, près de ma joue. « Comment te sens-tu aujourd'hui ? Tu avais l'air si confuse au téléphone hier. » La voilà immédiatement. La manipulation, la suggestion, j'étais le problème. Elle est entrée dans mon appartement, sans attendre d'invitation, s'installant dans mon fauteuil usé comme si elle en était la propriétaire. Je t'ai apporté de la tisane à la camomille, a-t-elle poursuivi, sortant une boîte de son grand sac à main. Je sais comment tu es quand tu es anxieuse. Parfois, notre esprit nous joue des tours quand on est stressé par l'argent, n'est-ce pas ? Je me suis forcée à rester calme, à jouer le rôle de la femme âgée confuse qu'elle voulait que je sois. Je suppose que oui, bien que j'aurais juré que Julien avait mentionné quelque chose à propos d'argent qu'il envoyait. Le sourire d'Amandine a vacillé un bref instant avant de se réaffirmer. « Oh, ma chérie, Julien est un garçon si doux. Toujours inquiet pour la famille, mais tu sais comme il est occupé par son travail. Je pense que parfois il se sent coupable de ne pas pouvoir venir plus souvent, alors il s'imagine qu'il aide plus qu'il ne le fait réellement. » La désinvolture avec laquelle elle réécrivait la réalité était à couper le souffle. Elle était assise dans mon salon, entourée de preuves de ma pauvreté, expliquant calmement les tentatives d'aide de mon petit-fils comme des fruits de son imagination. Il semblait pourtant assez certain d'envoyer de l'argent tous les mois et j'insistais doucement. « Par ton intermédiaire, il dit. » Cette fois, le masque a glissé de manière plus visible. Les doigts parfaitement manucurés d'Amandine ont tambouriné sur le fermoir de son sac et sa voix a pris une tonalité légèrement plus aiguë. « Hélène, ma chérie, je pense que tu mélanges peu. Être les conversations. Tu sais ce que c'est, la mémoire à notre âge ? Elle n'avait que 42 ans, mais elle disait notre âge comme si nous étions des pères. Parfois, nous voulons tellement que quelque chose soit vrai que nous nous en persuadons. » Je me suis assise en face d'elle, étudiant cette femme qui avait systématiquement détruit ma vie, tout en portant un masque de bienveillance. Tout en elle était soigneusement construit. L'expression concernait le ton doux, même la façon dont elle était assise avec les mains jointes sur ses genoux, comme une belle fille modèle. Être pourrais-tu appeler Julien et lui demander directement ai-je suggéré, juste pour clarifier les choses. Pour la première fois, une véritable alarme a éclaté dans les yeux d'Amandine. Oh, je ne pense pas que nous ayons besoin de le déranger au travail. Tu sais à quel point son travail est important. De plus, je lui ai parlé hier, et il est très inquiet de ta confusion. Elle a sorti son téléphone et a fait défiler ses messages avec une facilité étudiée. Regarde, tu vois, il m'a envoyé un texto ce matin pour savoir comment tu allais. Il s'inquiète pour ton état mental, Hélène. Nous nous inquiétons tous. Elle a tourné le téléphone vers moi, montrant une conversation par texto, mais je pouvais voir qu'elle était à sens unique. Tous les messages venaient d'Amandine à Julien, sans aucune réponse visible. Elle créait des preuves en temps réel, documentant sa prétendue inquiétude pour qu'il la voie. Je lui ai dit que je passerais te voir aujourd'hui, a-t-elle continué en tapant rapidement. Je vais lui faire savoir que tu sembles plus confuse que d'habitude. Il est être temps d'envisager des options de soins supplémentaires. La menace était subtile, mais sans équivoque. Si je continuais à remettre en question son histoire, elle intensifierait ses affirmations sur ma détérioration mentale. Elle pousserait pour un placement en EHPAD pour que quelqu'un d'autre prenne les décisions concernant ma vie, me retirant commodément de toute position pour contester ses mensonges. C'est très attentionné de ta part d'être si inquiète, ai-je dit prudemment. Ce doit être difficile de tout gérer pour une vieille femme comme moi. L'expression d'Amandine s'est adoucie, croyant apparemment avoir réussi à rediriger la conversation. C'est un défi parfois, mais c'est ce que fait la famille. Nous prenons soin les uns des autres. Bien que je doive admettre que le fardeau financier a été important, mon cœur s'est arrêté. Elle allait vraiment continuer le mensonge même maintenant. Même alors qu'elle pensait que j'étais trop confuse pour la contester efficacement, fardeau financier, ai-je incité. Eh bien oui, tes frais médicaux, les courses, les charges que nous aidons à payer.
Ce n'est pas facile pour une jeune famille de soutenir un parent âgé, surtout avec tes besoins croissants, hâtés. Elle soupirait de façon dramatique. Nous nous serrons la ceinture pour nous assurer que tu sois à l'aise. Je la fixais regardant cette femme qui m'avait volé des milliers d'euros prétendre qu'elle faisait des sacrifices financiers pour mes soins. L'audace était si complète qu'elle en était presque admirable. « Combien dirais-tu que tu dépenses pour moi chaque mois ?» ai-je demandé, vraiment curieuse de voir jusqu'où elle pousserait le mensonge. Amandine a hésité, calculant probablement quel montant semblerait généreux, mais pas suspect. « Oh, ça varie. Certains mois, c'est 6 ou 7 000 euros, surtout quand tu as des urgences médicales. Nous voulons juste nous assurer que tu n'aies jamais à t'inquiéter pour l'argent. 6 ou 7 000. » Elle prétendait dépenser presque la totalité de ce que Julien envoyait, se laissant juste une petite marge pour des frais de gestion. Elle avait calculé exactement comment maximiser son vol tout en maintenant une plausible dénégation. C'est très généreux, ai-je dit bien, que je ne me souvienne d'aucune urgence médicale récente. Le sourire d'Amandine s'est crispé de manière presque imperceptible. Eh bien, c'est une partie de l'inquiétude, Hélène. Tu as beaucoup oublié ces derniers temps. Le mois dernier, quand je t'ai emmenée chez le cardiologue, tu semblais très désorientée après. Je n'avais pas vu de cardiologue depuis plus d'1 an. Elle fabriquait maintenant des rendez-vous médicaux entiers, créant un historique de soins qui n'existait que dans ses mensonges. J'aimerais me souvenir de cette visite, ai-je dit. Pourrais-tu me rappeler ce que le médecin a dit ? Pour la première fois, Amandine a semblé vraiment mal à l'aise. Elle s'est agitée sur sa chaise, ses doigts manucurés, triturant le bord de son sac. Les détails ne sont pas importants, ma chérie. Ce qui compte, c'est que nous surveillons ton état de près. Le médecin était content que nous puissions nous permettre les soins appropriés pour toi. Elle improvisait, maintenant parlant en généralité, parce que elle ne pouvait pas fournir de détails sur un rendez-vous médical qui n'avait jamais eu lieu, mais elle maintenait toujours le mensonge central. Que l'argent était dépensé pour mes soins, qu'elle était l'héroïne qui gérait ma santé. Je suis si reconnaissante. Ai-je dit, ma voix délibérément fragile ? Je ne sais pas ce que je ferais sans toi pour veiller sur moi. L'expression d'Amandine s'est illuminée, apparemment convaincue qu'elle avait réussi à renforcer son récit. C'est exactement ce que j'ai dit à Julien. Tu es tellement dépendante des soins que nous fournissons. Ce serait dévastateur si quoi que ce soit venait perturber ce système de soutien. Une autre menace enveloppée d'inquiétude. Elle me rappelait que la contester signifiait perdre l'aide même qu'elle prétendait fournir. Bien sûr, je savais maintenant qu'il n'y avait aucune aide à perdre, mais elle croyait que sa manipulation fonctionnait toujours. Bien que je m'inquiète, hâtée, elle poursuivit sa voix, prenant un ton de conspiration de ce qui arriverait si la situation professionnelle de Julien changeait. Les jeunes hommes avec des carrières exigeantes, on ne sait jamais combien de temps le succès va durer. Mon sang s'est glacé. Elle planifiait déjà des contingences préparant des explications pour la raison pour laquelle l'argent pourrait cesser d'arriver. Elle pensait à l'avance, calculant comment maintenir son histoire, même si les circonstances changeaient. L'entreprise de Julien est instable, ai-je demandé. Oh, pas instable exactement, mais compétitive, très stressante. Ces jeunes entrepreneurs, ils s'épuisent si vite. Je veux juste m'assurer que nous avons des plans de secours pour tes soins, si sa situation financière change. Elle semait des graines de doute sur la fiabilité de Julien, mettant en place un récit où elle était la gardienne stable et lui la variable imprévisible. Si on l'interrogeait plus tard sur l'argent manquant, elle pourrait prétendre que les problèmes professionnels de son fils avaient affecté sa capacité à aider. La sophistication de sa manipulation était stupéfiante. Elle ne volait pas seulement de l'argent. Elle construisait une réalité alternative entière où elle était indispensable et tous les autres peu fiables. Tu penses à tout ai-je dit, le pensant d'une manière qu'elle ne comprendrait jamais. Amandine s'est levée, apparemment satisfaite d'avoir renforcé son contrôle. Je devrais y aller pour préparer le dîner, mais j'enverrai un texto à Julien au sujet de notre conversation d'aujourd'hui. Il voudra savoir comment tu vas. Elle allait lui faire un rapport sur ma prétendue confusion, ajoutant une autre couche à sa documentation sur mon déclin mental. Chaque interaction était une preuve dans son dossier soigneusement construit pour mon incompétence. Merci pour les fleurs, ai-je dit alors qu'elle rassemblait ses affaires, et pour tout le reste que tu fais. Bien sûr, ma chérie. C'est ce que fait la famille. Elle s'est arrêtée à la porte, la main sur la poignée.
Essaie de ne pas t'inquiéter des questions d'argent, d'accord? Parfois, trop réfléchir aux finances peut aggraver la confusion. Concentre-toi simplement sur ton confort et laisse-nous gérer les choses compliquées. Après son départ, je suis restée assise dans mon fauteuil pendant plusieurs minutes, digérant ce que je venais de voir. Amandine n'avait pas seulement maintenu ses mensonges. Elle les avait renforcés, ajoutant de nouvelles fabrications et menaces à chaque échange. Julien est sorti de la chambre, le visage pâle de rage. « Tu as entendu tout ça ?» Chaque mot hâté, il dit, en levant son téléphone. Des rendez-vous médicaux qui n'ont jamais eu lieu, un soutien financier qui n'existe pas, des menaces sur ton état mental si tu n'obéis pas. Sa voix tremblait de fureur. Ce n'est pas juste une voleuse mamie, c'est une prédatrice. J'ai hoché la tête, me sentant étrangement calme, malgré tout ce que je venais d'endurer. Elle fait ça depuis si longtemps que c'est devenu naturel pour elle. Elle en est arrivée à croire à ses propres mensonges. Pas pour longtemps, a dit Julien sombrement. Parce que maintenant, nous avons tout ce qu'il nous faut pour la détruire. En le regardant faire défiler l'enregistrement documentant chaque mensonge pour référence future, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des années. La satisfaction d'avoir eu raison. Amandine s'était complètement révélée et elle n'avait aucune idée du piège dans lequel elle venait de tomber. La confrontation était terminée, mais le véritable règlement de compte ne faisait que commencer. 3 jours après avoir enregistré les mensonges d'Amandine Julien, est revenu à mon appartement avec un dossier en carton assez épais pour s'étouffer et une expression qui me disait que notre enquête avait découvert quelque chose, de bien pire qu'un simple vol. Il a posé le dossier sur ma table de cuisine avec la révérence de quelqu'un qui manipule des preuves sur une scène de meurtre. « Mamie, j'ai besoin que tu t'assoies pour… » Ça a hâté, il dit, sa voix soigneusement contrôlée. Ce que nous avons trouvé va au-delà de l'argent, bien plus profondément que nous ne l'imaginions. Je me suis installée sur ma chaise me préparant. Au cours des 72 dernières heures, j'avais supposé que nous avions tout documenté. Les fonds volés, les visites médicales fabriquaient la manipulation, mais l'expression de Julien suggérait que nous avions à peine effleuré la surface. J'ai engagé un détective privé athée. Il commençait en ouvrant le dossier, quelqu'un spécialisé dans la fraude financière. Nous avons retracé chaque transaction, chaque communication, chaque mensonge qu'Amandine a raconté au cours des 2 dernières années. Il a sorti une pile d'emails imprimés, de relevés bancaires et de registres téléphoniques. Ça a commencé avec ça. Il m'a tendu l'impression d'un email daté d'il y a 3 ans 6 mois avant que le vol financier ne commence. L'expéditeur était Amandine. Le destinataire était un certain Marc Dubois, présenté comme un coordinateur de soins familiaux. Mes mains tremblaient en lisant ces mots. Marc, nous avons discuté de la situation des soins aux personnes âgées. Hélène devient de plus en plus isolée et ne remarquera probablement pas les écarts dans la gestion financière. Elle exprime déjà de la confusion au sujet des factures et des médicaments. Julien est très occupé par son travail et me fait entièrement confiance pour gérer les affaires familiales. Je pense que nous pouvons procéder avec le plan dont nous avons discuté. Faites-moi savoir de quels documents vous avez besoin. « Qui est Marc Dubois ?» ai-je murmuré. « Un homme qui n'existe pas », a dit Julien sombrement. Le compte de messagerie a été créé par Amandine, en utilisant un faux nom. Elle s'envoyait des emails à elle-même, créant une trace écrite qui donnait l'impression qu'elle consultait un professionnel au sujet de tes soins. Je fixais l'email, mon esprit tourbillonnant. Il y a 3 ans, j'étais en meilleure santé, plus indépendante. Amandine avait planifié cette tromperie bien avant que j'aie réellement besoin d'aide. Elle se positionnait pour profiter d'une crise qui n'avait même pas encore eu lieu. Il y a plus. Julien a sorti un autre document. Elle a créé une fausse entreprise entière. Sérénité familiale. Un site web d'apparence légitime du papier. A en tête professionnelle. Même de faux avis. Tout conçu pour faire croire qu'elle travaillait avec des professionnels qualifiés pour gérer tes soins. Il m'a montré des captures d'écran imprimées d'un site web qui semblait tout à fait professionnel, des témoignages de familles reconnaissantes, des descriptions de services complets de soins aux personnes âgées, même des photos. De seniors souriants recevant de l'aide. Tout cela était fabriqué pour soutenir les mensonges d'Amandine. Quand j'ai commencé à envoyer de l'argent, elle me transférait des rapports de cette fausse entreprise, a poursuivi Julien.
Des comptes rendus détaillés de tes rendez-vous médicaux, des livraisons de courses, de l'entretien ménager. Elle incluait même des photos qu'elle avait prises lors de ses visites réelles chez toi, mais présentées comme la documentation des services qu'elle était censée payer. Je me suis souvenu de ces photos maintenant avec une clarté écœurante. Amandine avait toujours son téléphone sorti pendant ses visites, prenant des photos de moi dans mon fauteuil, de mon armoire, à pharmacie de mon réfrigérateur clairsemé. Je pensais qu'elle était sentimentale, qu'elle documentait notre temps ensemble. Au lieu de cela, elle créait des accessoires pour une fraude élaborée. Les livraisons de courses qu'elle a documentées, ai-je dit lentement. Je ne les ai jamais reçues. Parce qu'elle achetait des courses pour sa propre famille et photographiait les reçus, a confirmé Julien. Pareil pour les médicaments, les services de nettoyage, le matériel médical. Tout ce qu'elle prétendait acheter pour toi allait en fait à son propre foyer. La sophistication de la tromperie était à couper le souffle. Amandine n'avait pas seulement volé de l'argent, elle avait créé une infrastructure commerciale fictive entière pour justifier le vol. Elle avait passé des mois à construire une documentation crédible avant même de demander de l'aide financière. Mais ce n'est pas le pire, a dit Julien, sa voix baissant jusqu'à un murmure. Il a sorti une autre série de papiers. Des registres téléphoniques, des journaux de textos, des communications par email. Elle sabotait activement tes autres relations, s'assurant que tu restes isolée et dépendante d'elle. Mon sang s'est glacé. Que veux-tu dire? Ta voisine, Madame Dubois, elle a essayé de t'inviter à l'anniversaire de sa petite fille l'année dernière. Te souviens-tu d'avoir reçu cette invitation? J'ai froncé les sourcils fouillants dans ma mémoire. Non, je n'ai jamais entendu parler de cette fête. Parce qu'Amandine a intercepté l'invitation, il m'a montré un échange d'emails imprimés entre Amandine et Madame Dubois. Elle a dit à ta voisine que tu avais des difficultés et que les rassemblements sociaux étaient trop accablants pour ton état. Elle a suggéré à Madame Dubois d'éviter les futures invitations, pour ne pas te contrarier. La trahison m'a frappée comme un coup physique. Madame Dubois avait été ma plus proche voisine pendant 15 ans. Quand elle avait soudainement cessé de m'inclure dans les activités sociales, j'avais supposé qu'elle se désintéressait de notre amitié. Au lieu de cela, Amandine avait systématiquement détruit la relation en me dépeignant comme mentalement fragile. Ta cousine Chloé à Lille a essayé de t'envoyer un colis pour Noël dernier, a continué Julien sans relâche. Amandine a contacté la société de transport et l'a fait retourner prétendant que tu avais déménagé sans laisser d'adresse. Elle a ensuite dit à Chloé que tu avais spécifiquement demandé à ne recevoir aucun colis parce que cela te dérouterait. J'ai senti les murs de mon monde s'effondrer autour de moi. Chloé avait été mon lien familial le plus proche en dehors de Julien. Quand les cartes de Noël avaient cessé d'arriver, quand les appels téléphoniques occasionnels avaient pris fin, j'avais supposé qu'elle était simplement occupée par sa propre vie. Au lieu de cela, Amandine avait systématiquement rompu cette relation aussi. Combien de personnes ai-je demandé ma voix à peine audible? L'expression de Julien était sombre, alors qu'il feuilletait d'autres documents. Tout le monde m'a mis. Chaque ami, chaque membre de la famille, chaque lien que tu avais, en dehors de son contrôle. Elle a créé une campagne systématique pour t'isoler, faisant croire que tu déclinais mentalement et socialement. Il m'a montré un journal détaillé qu'il avait compilé, des dizaines de communications interceptées, d'invitations bloquées, de colis redirigés et de bilans de santé fabriqués. Amandine s'était autoproclamée ma gardienne officieuse filtrant toutes mes interactions avec le monde extérieur. Elle a dit aux gens que tu développais une démence, a poursuivi Julien, que tu devenais paranoïaque et hostile envers les visiteurs. Elle s'est dépeinte comme la belle-fille dévouée, sacrifiant son temps et son énergie pour s'occuper d'une femme âgée de plus en plus difficile. La cruauté était stupéfiante. Non seulement Amandine avait volé mon argent, mais elle avait volé mes liens, ma vie sociale, mon indépendance. Elle avait créé une prison d'isolement et convaincu tout le monde que c'était pour mon propre bien. Le cabinet de ton médecin a une note dans ton dossier, a dit Julien, sa voix tendue de colère. Amandine les a appelés il y a 6 mois, se présentant comme ta soignante désignée. Elle leur a dit que tu avais des problèmes de mémoire et que toutes les communications médicales devaient passer par elle pour éviter de te dérouter. C'est pourquoi ils ont cessé de m'appeler directement pour les rendez-vous, ai-je réalisé avec horreur. Je pensais qu'ils étaient juste plus efficaces en passant par la famille. Elle interceptait tes communications médicales aussi. Les rappels de rendez-vous, les résultats de tests, les mises à jour de médicaments, tout était filtré par elle. Elle avait un contrôle total sur tes informations de santé. Je repensais à toutes les fois
où je m'étais sentie confuse au sujet de mes soins médicaux incertaines, des changements de prescription ou des horaires de rendez-vous. J'avais attribué cela au vieillissement, à l'oubli normal. Au lieu de cela, c'était une privation systématique d'informations conçue pour me rendre plus dépendante de l'aide supposée d'Amandine. Il y a une dernière chose, a dit Julien, sortant un dernier document qui a fait s'arrêter mon cœur. Elle a contacté les services sociaux le mois dernier. Elle a fait un signalement exprimant son inquiétude quant à tes conditions de vie et ton état mental. Elle a affirmé que tu refusais l'aide, que tu devenais hostile envers les membres de ta famille et que tu montrais des signes de déclin cognitif grave. Elle a demandé une évaluation de bien-être. La pièce s'est mise à tourner. Je n'ai jamais eu de visite des services sociaux, parce que l'assistante sociale l'a appelée en premier en tant que contact familial référent. Amandine leur a dit que la situation s'était stabilisée et que tu acceptais maintenant des soins appropriés. Elle a fourni la documentation du prétendu soutien médical et de l'aide financière que tu recevais. Je fixais le rapport lisant la description de ma vie par Amandine. Le sujet semble mal nourri et confus. Vit dans des conditions insalubres, refuse l'aide des membres de la famille et devient agité lorsqu'on lui propose des soins. Nécessite une intervention immédiate avant que la situation ne se détériore davantage. Elle avait documenté mes véritables difficultés, le résultat de son vol, et les avait présentées comme des preuves de mon déclin mental. Puis, elle s'était positionnée comme la solution, le membre de la famille attentionné, essayant de fournir une aide appropriée. Si jamais tu l'avais contestée publiquement, a dit Julien, doucement, elle avait un rapport officiel documentant ta prétendue instabilité mentale. Quiconque aurait remis en question son histoire aurait été dirigé vers ce dossier des services sociaux. Le piège était complet. Amandine avait volé mon argent, m'avait isolé de ma famille et de mes amis, contrôlé mes informations médicales et avait créé une documentation officielle de ma prétendue incompétence. Si j'avais jamais essayé de la dénoncer, elle aurait pu me faire déclarer mentalement inapte et être même me faire interner. Elle prévoyait de me faire placer, ai-je murmuré, toute l'étendue de son plan devenant enfin clair. Je pense que ça a toujours été le but final, à confirmer Julien. Un contrôle total sur tes finances et ta vie. Elle aurait pu continuer à recevoir de l'argent indéfiniment pendant que tu serais enfermé en toute sécurité, quelque part incapable de contredire ses histoires. Je suis restée assise en silence pendant plusieurs minutes, absorbant l'ampleur de ce qui m'avait été fait. Ce n'était pas un simple vol ou même une fraude élaborée. C'était une destruction systématique de toute mon existence, soigneusement planifiée et méthodiquement exécutée sur des années. Mais alors que le choc commençait à se dissiper, autre chose a émergé. Quelque chose de froid, de dur et d'absolument impitoyable. Elle a fait une erreur, ai-je dit finalement, ma voix stable, malgré la rage qui brûlait dans ma poitrine. Laquelle? J'ai levé les yeux vers mon petit-fils, voyant ma propre détermination se refléter dans ses yeux. Elle nous a sous-estimés tous les deux. Elle pensait que j'étais impuissante et que tu étais naïf. Elle s'est trompée sur les deux tableaux. Julien a hoché la tête sombrement. Elle n'a aucune idée de ce qui l'attend. Non, elle ne le savait pas. Mais elle était sur le point d'apprendre que certaines personnes, lorsqu'on les pousse trop loin, ne se contentent pas de riposter. Elles anéantissent tout sur leur passage. Et Amandine avait définitivement poussé trop loin. Planifier la chute d'Amandine exigeait la même attention méticuleuse aux détails qu'elle avait utilisés pour détruire ma vie. Au cours des 2 semaines suivantes, Julien et moi sommes devenus des complices dans le projet le plus satisfaisant que j'ai entrepris depuis des années. Nous nous retrouvions chaque jour dans mon petit appartement, étalant des documents sur ma table de cuisine, comme des généraux, préparant une campagne militaire. Nous avons besoin qu'elle se pende avec ses propres mensonges, a expliqué Julien, alors que nous passions en revue notre stratégie. Pas de confrontation dramatique, pas de scène émotionnelle, juste une exposition silencieuse et systématique qui ne lui laisse aucune marge de manœuvre pour se sortir de là par la manipulation. La beauté de notre plan résidait dans sa simplicité. Nous allions donner à Amandine exactement ce qu'elle demandait, un contrôle total sur le récit de mes soins, et la laisser broder sa fiction jusqu'à ce qu'elle devienne impossible à maintenir. Phase, ai-je dit, cochant des éléments de la liste que nous avions compilée. Je deviens la femme âgée confuse qu'elle a raconté à tout le monde que j'étais. C'était plus facile que prévu de jouer le rôle. Lors de la visite suivante d'Amandine,
Je l'ai accueilli avec une confusion exagérée au sujet de notre conversation précédente. Je l'ai interrogé à plusieurs reprises sur de l'argent dont je pensais me souvenir, puis semblait oublier les questions quelques minutes plus tard. J'ai mentionné des conversations imaginaires avec des voisins qui ne m'avaient pas parlé depuis des mois. Amandine a tout gobé. J'ai vu son visage s'illuminer d'une satisfaction vengeresse alors qu'elle sortait son téléphone pour documenter ma condition déclinante, avec des photos et des mémos vocaux. Hélène semble beaucoup plus confuse aujourd'hui, a-t-elle murmuré dans son téléphone après que je lui ai posé la même question 3 fois. Elle pose des questions sur de l'argent qui n'existe pas et prétend se souvenir de conversations qui n'ont jamais eu lieu. Je crains que sa démence ne progresse plus vite que prévu. Elle a envoyé ses mises à jour à Julien immédiatement, ainsi que des suggestions selon lesquelles nous devrions être explorés des options de soins plutôt que prévu. Chaque message était la preuve de son empressement à me faire déclarer inapte. Phase 2 a annoncé Julien lors d'une de nos sessions de planification. Nous lui donnons des occasions d'étendre ses mensonges jusqu'à ce qu'ils deviennent impossibles à suivre. Il a commencé à demander à Amandine des rapports plus détaillés sur mes soins. Quels médicaments spécifiques m'aidaient-elle à gérer ? Quel médecin avions-nous vu récemment ? Quel équipement médical avait été acheté pour mon confort ? Amandine, confiante dans son récit établi, a fourni des détails, élaborés. Elle a décrit des changements de prescription qui n'avaient jamais eu lieu, des consultations de spécialistes qui étaient pure fiction, et des achats d'équipements médicaux qui n'existaient que dans son imagination. Le cardiologue veut augmenter sa dose de bêta-bloquant. A-t-elle envoyé par texto à Julien après l'une de mes performances, et le kinésithérapeute a recommandé un nouveau déambulateur avec de meilleures caractéristiques, de stabilité. J'ai aussi organisé une surveillance hebdomadaire de la tension artérielle à domicile. Rien de tout cela n'était vrai, mais Amandine a documenté chaque fabrication avec la confiance de quelqu'un qui n'avait jamais été remis en question auparavant. Elle construisait un historique médical élaboré qu'il serait impossible de vérifier, car rien de tout cela ne s'était réellement produit. Pendant ce temps, je renouais avec le monde dont elle avait essayé de me couper. Madame Dubois a été ravie d'avoir de mes nouvelles lorsque je l'ai appelée pour lui demander des nouvelles de la fête d'anniversaire de sa petite fille. Chloé, à Lille, était confuse mais ravie lorsque je l'ai contactée pour lui demander pourquoi elle avait cessé d'envoyer des cartes de Noël. J'ai essayé de t'envoyer un colis. L'année dernière, m'a dit Chloé lors d'une longue conversation téléphonique, mais il a été retourné avec une note disant que tu avais déménagé. Ta belle-fille a appelé pour me dire que tu avais des problèmes de mémoire et que les colis te déroutent. Amandine a dit ça. Elle semblait si inquiète pour toi. Elle m'a demandé de ne plus te contacter directement parce que ça t'agitait. Je me sentais terriblement mal de causer des problèmes. Chaque conversation révélait une autre couche de la campagne d'isolement systématique d'Amandine. Mais maintenant, au lieu de me sentir dévastée par la trahison, je me sentais dynamisée par les preuves que nous collections. Chaque relation rompue était une preuve de sa manipulation. Chaque communication interceptée était une documentation de son contrôle. Phase 3, a dit Julien, alors que nous entamions notre 3e semaine de planification. Nous la laissons croire qu'elle est en train de gagner. C'était la partie la plus difficile pour moi émotionnellement. Je devais regarder Amandine discuter de mes options de soins avec une tristesse apparente tout en célébrant secrètement sa victoire perçue. Elle a apporté des brochures pour des EHPAD, a parlé à voix basse de ma condition déclinante et s'est positionnée comme le membre de la famille réticent forcé de prendre des décisions difficiles. C'est si dur de voir quelqu'un que l'on aime se détériorer, a-t-elle, elle dit à Julien, lors d'un appel téléphonique que j'ai écouté sur haut-parleur. Mais je pense que nous devons faire face à la réalité. Hélène ne peut plus vivre seule bien longtemps. Elle devient un danger pour elle-même. Elle a programmé des visites d'unités de soins spécialisées pour la mémoire, prétendant qu'elle explorait des options au cas où. Elle a même contacté un avocat pour obtenir les droits de tutelle, se présentant comme le seul membre de la famille prêt à assumer la responsabilité de mon bien, être. Chaque action a été documentée. Chaque mensonge a été enregistré. Chaque manipulation a été préservée pour référence future. Amandine construisait le dossier de sa propre destruction avec la même minutie qu'elle avait utilisée pour m'isoler. Mais la partie la plus satisfaisante de notre plan
était de la voir devenir négligente avec le succès. Confiante que son récit était incontesté, elle a commencé à prendre de plus grands risques. Elle a commencé à dépenser plus d'argent de Julien pour des luxes évidents, une nouvelle voiture, des bijoux coûteux, des rénovations de maison, qu'elle prétendait être des améliorations d'accessibilité pour mes visites. J'ai dû rénover la salle de bain des invités pour, quand Hélène restera avec nous, a-t-elle texté à Julien avec des photos d'une rénovation complète qui a coûté près de 15 000 €. L'ancienne installation n'était pas sûre pour quelqu'un avec ses problèmes de mobilité. Je n'avais jamais dormi chez eux. Je n'avais même jamais été invitée à dîner. Mais Amandine était si confiante dans ses mensonges établis qu'elle se sentait à l'aise d'utiliser mes prétendus besoins pour justifier des améliorations majeures de sa maison. Elle a également commencé à manipuler d'autres membres de la famille de manière plus agressive. Elle a contacté des cousins éloignés et de vieux amis de la famille, les informant de mon état et sollicitant subtilement de la sympathie pour le fardeau de s'occuper de moi. La situation d'Hélène est devenue assez difficile, a-t-elle écrit dans un email de groupe à la famille élargie. Nous faisons tout notre possible pour la maintenir à l'aise, mais la pression financière et émotionnelle est importante. Toutes vos pensées ou prières seraient appréciées. Plusieurs membres de la famille ont répondu par des offres d'aide qu'Amandine a gracieusement acceptées en mon nom. Elle a mis en place un petit réseau de personnes envoyant des contributions financières occasionnelles pour mes soins de l'argent qui allaient directement sur ses comptes personnels. L'ampleur de son opération avait dépassé de loin le simple vol. Elle dirigeait une escroquerie complète qui exploitait ma prétendue vulnérabilité pour manipuler la sympathie et l'argent de quiconque s'était un jour soucié de moi. Elle est devenue avide à observer Julien alors que nous examinions les dernières preuves. Plus elle a réussi, plus elle prend de risques. À la fin de la 3e semaine, nous avions tout ce dont nous avions besoin. Des relevés bancaires montrant des milliers d'euros de transactions non autorisées des registres téléphoniques, documentant l'isolement systématique de mes liens sociaux, des communications médicales prouvant qu'elle avait interféré avec mes soins de santé, des pistes d'e-mail révélant des entreprises fabriquées et de fausses consultations professionnelles. Le plus accablant de tout, nous avions des enregistrements d'elle, planifiant avec enthousiasme mon internement involontaire en unité de soins pour la mémoire, tout en volant simultanément l'argent qui était censé soutenir mon indépendance. Phase 4, ai-je dit, passant en revue notre liste de contrôle finale avec une satisfaction sinistre. Nous refermons le piège. La réunion était prévue pour le vendredi suivant au bureau de Julien. Amandine croyait qu'elle venait pour discuter des derniers arrangements pour ma transition vers une vie assistée. Elle avait passé la semaine à préparer la documentation de ma condition déclinante et à rechercher des établissements qui pourraient répondre à mes besoins complexes. Elle n'avait aucune idée qu'elle marchait vers sa propre exécution. La nuit précédant la réunion, j'étais assise dans mon appartement entourée de preuves de tout ce qu'Amandine m'avait volé. Pas seulement de l'argent, mais des relations, de l'indépendance, de la dignité et presque ma santé mentale. Pendant 2 ans, elle avait systématiquement démantelé ma vie tout en se positionnant comme ma sauveuse. Demain, elle apprendrait que certaines personnes, lorsqu'on les pousse au-delà de leur point de rupture, ne se contentent pas de survivre. Elles prospèrent et elles se souviennent de tout ce qui leur a été fait. J'ai regardé mon reflet dans la fenêtre assombrie, ne voyant pas la femme âgée confuse qu'Amandine avait essayé de créer, mais la personne vive et déterminée que j'avais toujours été sous la façade. Elle avait essayé de me faire disparaître, de me réduire à un problème à gérer. Au lieu de cela, elle avait réveillé en moi quelque chose qui était en sommeil depuis trop longtemps, le refus absolu d'être ignorée, écartée ou détruite par qui que ce soit. Amandine n'avait aucune idée de ce qui l'attendait, mais demain elle apprendrait exactement avec qui elle avait joué. Et la partie était sur le point de se terminer. Amandine est arrivée au bureau de Julien avec 15 minutes d'avance, portant un porte-document en cuir rempli de ses preuves soigneusement fabriquées et arborant l'expression de quelqu'un qui croyait être sur le point de remporter sa victoire finale. Je l'ai observée depuis la réception alors qu'elle lissait ses cheveux et vérifiait son maquillage dans le reflet de l'ascenseur, se préparant pour ce qu'elle pensait être une discussion de routine sur mon placement en maison de retraite. Elle n'avait aucune idée que j'étais là. Julien avait fait en sorte que nous utilisions la salle de conférence principale de son entreprise, un espace élégant avec des baies vitrées et du matériel d'enregistrement intégré à la table.
Tout ce qui se passerait dans l'heure suivante serait documenté avec une clarté cristalline. Madame Amandine, merci d'être venue, a dit Julien formellement en la conduisant dans la salle de conférence. J'ai demandé à ma grand-mère de se joindre à nous aujourd'hui. Je pensais qu'il était important qu'elle participe à cette conversation. La couleur a quitté le visage d'Amandine alors que j'entrais derrière eux. Pendant un bref instant, son masque soigneusement construit a glissé, révélant une panique authentique avant qu'elle ne réaffirme son expression de belle fille concernée. « Hélène, ma chérie, je ne m'attendais pas à te voir. Ici à T. » Elle dit, sa voix légèrement tendue. « Te sens-tu d'attaque pour une si longue réunion ? Je sais que ces discussions peuvent être accablantes pour toi. » Je me suis installée dans le fauteuil en face d'elle, la regardant dans les yeux avec une clarté qui l'a fait se tortiller mal à l'aise. Je me sens tout à fait vive d'esprit aujourd'hui, en fait. La plus vive que je me sois sentie depuis des mois. Amandine a jeté un regard nerveux entre Julien et moi, sentant clairement que quelque chose avait changé, mais incapable d'identifier la menace. Eh bien, c'est merveilleux. Cependant, nous savons comment ces bons jours peuvent être suivis par des jours plus difficiles. En fait, a dit Julien en ouvrant son propre porte-document, je pense que nous devrions commencer par examiner certains documents des dossiers financiers pour être précis. Il a étalé les relevés bancaires sur la table. Chaque virement, chaque euro volé, chaque transaction frauduleuse, clairement surlignée. Les yeux d'Amandine ont parcouru les papiers, sa respiration devenant superficielle à mesure que l'ampleur des preuves devenait claire. Ceci montre chaque paiement que j'ai envoyé au cours des 2 dernières années, a poursuivi Julien d'un ton neutre. 168 000 € au total. Tous envoyés sur des comptes que vous contrôliez, soi-disant pour les soins de ma grand-mère. Les mains d'Amandine tremblaient légèrement alors qu'elle attrapait les papiers. Oui, et comme vous pouvez le voir, chaque centime a été utilisé pour les besoins d'Hélène. Les frais médicaux seuls ont été stupéfiants. Vraiment, ai-je parlé pour la première fois depuis que je m'étais assise. Quels frais médicaux étaient-ce spécifiquement ? La question est restée en suspens dans l'air comme une lame. Amandine m'a regardée avec une alarme croissante, reconnaissant clairement que la femme âgée, confuse qu'elle avait manipulée, n'était nulle part en vue. Vos visites chez le cardiologue, les consultations de spécialistes, les médicaments, a-t-elle balbutié ? Tous les soins dont nous avons discuté. Julien a sorti une autre série de documents. Ce sont les dossiers médicaux des vrais médecins de ma grand-mère. Aucune visite de spécialiste au cours de la dernière année, aucune consultation de cardiologue, aucun changement de prescription. En fait, son médecin traitant a une note indiquant que toutes les communications étaient filtrées par vous, ce qui les a empêchés de fournir des soins adéquats. La façade d'Amandine se fissurait visiblement maintenant. De la sueur perlait sur son front malgré la température fraîche de la salle de conférence. Il doit y avoir une confusion. J'ai la documentation de tous les soins médicaux que nous avons fournis. Vous voulez dire, cette documentation, j'ai fouillé dans mon propre sac et j'ai sorti des emails imprimés entre Amandine et le fictif Marc Dubois. La fausse entreprise de consultation médicale que vous avez créée. Le site web qui n'existe pas réellement. Les références professionnelles qui mènent à des numéros de téléphone déconnectés. Le silence qui a suivi était assourdissant. Amandine fixait les preuves de ses propres fabrications, sa bouche s'ouvrant et se fermant sans qu'aucun son ne sorte. Pendant 2 ans, c'était elle qui contrôlait l'information, gérait les récits, décidait de ce à quoi ressemblait la vérité. Maintenant, elle était confrontée à la vérité réelle et elle n'avait aucune réponse préparée, ou peu. Être, vouliez-vous dire ? Cette documentation, a ajouté Julien, plaçant les registres téléphoniques sur la table. L'interception systématique des communications de ma grand-mère avec sa famille et ses amis, les mensonges que vous avez racontés pour l'isoler de tous ceux qui se souciaient d'elle. Amandine a finalement retrouvé sa voix, mais elle est sortie comme un murmure désespéré. Hélène était confuse. Je la protégeais des situations qui auraient aggravé son état. Quel état ai-je demandé sèchement ? L'état que vous avez inventé, la démence que vous avez fabriquée pour justifier le contrôle de ma vie. Je me suis penchée en avant, ma voix baissant à un calme mortel. Pendant 2 ans, vous avez convaincu mon petit-fils que j'étais bien soignée, alors que je choisissais entre les médicaments pour le cœur et la nourriture. Vous avez volé de l'argent destiné à m'aider à survivre
tout en documentant ma détérioration comme preuve de vos soins dévoués. Vous m'avez isolé de chaque personne qui aurait pu réellement m'aider, puis vous avez utilisé mon désespoir résultant comme preuve que j'étais mentalement incompétente. La respiration d'Amandine devenait rapide et superficielle. J'essayais d'aider. La situation financière est compliquée et je gérais tout pour m'assurer que vous aviez ce dont vous aviez besoin. Ce dont j'avais besoin, ai-je dit, ma voix s'élevant pour la première fois, c'était l'argent que mon petit-fils envoyait. Ce dont j'avais besoin, c'était le contact avec ma famille et mes amis. Ce dont j'avais besoin, c'était le contrôle de mes propres soins médicaux. Vous avez volé tout cela en convainquant tout le monde que vous étiez une sainte. Julien a placé un dernier document sur la table, le rapport des services sociaux qu'Amandine avait déposé. Celui-ci est particulièrement intéressant. Vous avez signalé ma grand-mère comme une adulte vulnérable ayant besoin d'une intervention, puis vous êtes positionné comme la solution au problème que vous aviez créé en volant son argent de soutien. Amandine fixait le rapport, sa dernière défense s'effondrant. Je m'inquiétais pour son bien-être. Vous vous inquiétiez de maintenir le contrôle, ai-je corrigé. Vous aviez besoin d'une documentation officielle de ma prétendue incompétence au cas où quelqu'un remettrait un jour en question votre autorité sur ma vie. La pièce est tombée dans le silence à l'exception du bruit de la respiration laborieuse d'Amandine. Elle a regardé autour d'elle, désespérément cherchant une issue qui n'existait pas. Chaque mensonge avait été exposé, chaque manipulation documentée, chaque calcul cruel mis à nu. L'assistante sociale sera très intéressée par ces preuves, a dit Julien doucement. Tout comme la police, le bureau du procureur et chaque membre de la famille à qui vous avez sollicité de l'argent sous de faux prétextes. Le sang-froid d'Amandine s'est finalement complètement brisé. Vous ne pouvez pas prouver que j'avais l'intention de faire du mal à qui que ce soit. J'essayais d'aider, à gérer une situation difficile en volant plus de 168 000 €, ai-je demandé. En fabriquant des urgences médicales et en interceptant les communications de santé, en détruisant systématiquement mes relations avec les gens qui se souciaient de moi. Je me suis levée regardant de haut cette femme qui avait essayé de m'effacer de ma propre vie. Vous n'avez pas seulement volé de l'argent, Amandine. Vous avez volé 2 ans de ma vie. Vous avez volé ma dignité, mon indépendance, mes liens avec les gens que j'aime. Vous avez monté mon propre petit-fils contre moi, en le convainquant que j'étais trop fière pour accepter de l'aide, tout en vous assurant que je n'en reçoive jamais. Des larmes coulaient maintenant sur le visage d'Amandine. Mais ce n'étaient pas des larmes de remords, c'était des larmes de panique de quelqu'un qui fait enfin face aux conséquences d'actions qu'il pensait ne jamais être découvertes. « Je peux le rembourser, hâtée », elle murmurait désespérément. « L'argent. Je peux tout rendre. Nous n'avons pas besoin d'impliquer d'autres personnes dans cette affaire de famille. Ceci a cessé d'être une affaire de famille au moment où vous avez décidé de détruire systématiquement la vie d'une femme âgée pour le profit, a dit Julien froidement. Ceci est maintenant une affaire criminelle. J'ai attrapé mon sac à main en sortant une épaisse enveloppe. Ce sont des lettres de chaque personne que vous avez convaincu de ne plus me contacter. Membres de la famille, amis, voisins, tous les gens qui se souciaient de moi, mais à qui on a dit que j'étais trop fragile mentalement pour maintenir des relations. J'ai éparpillé les lettres sur la table, chacune documentant une autre connexion rompue. Une autre relation qu'Amandine avait empoisonnée avec ses mensonges. Ils prévoient tous de me rendre visite ce week-end. Ils veulent voir par eux-mêmes à quel point je suis remarquablement vive et indépendante pour quelqu'un qui est censé avoir une démence avancée. Amandine a regardé les lettres avec une horreur croissante. Son récit soigneusement construit était sur le point d'être exposé à tous ceux qu'elle avait manipulés. La famille élargie sympathique, qui avait envoyé de l'argent, les voisins qui m'avaient évité pour ne pas m'agiter, les amis, à qui on avait dit que j'étais trop confuse pour maintenir le contact. Ils allaient tous apprendre la vérité. Nous ne vous demandons rien. Ai-je continué ma voix stable et finale ? Nous vous disons ce qui va se passer. Vous allez faire face à des accusations de maltraitance de personnes âgées, de fraude financière et de détournement de correspondance. Vous allez être exposé à chaque personne à qui vous avez menti et vous allez perdre tout ce que vous m'avez volé, plus les pénalités. Je me suis penchée sur la table, croisant son regard terrifié.
Mais plus important encore, vous allez apprendre maintenant, je suis curieuse de vous connaître, vous, qui écoutez mon histoire. Que feriez-vous si vous étiez à ma place? Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire? Commentez ci-dessous. En attendant, je vous laisse sur l'écran final 2 autres histoires qui sont les préférées de notre chaîne et elles vous surprendront certainement. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici.